En visite à Kinshasa, le chef de la diplomatie belge Maxime Prévost et le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe ont dressé un bilan lucide. Malgré des textes signés à Washington et Doha, l'Est du Congo reste ravagé par les violences, les déplacements massifs et les crimes sexuels. À Washington, 27 juin 2025, Kinshasa et Kigali ont paraphé un accord de paix sous médiation américaine censé encadrer la désescalade sécuritaire, la souveraineté territoriale et un mécanisme de suivi. À Doha, 19 juillet 2025, une déclaration de principe a été signée avec le M23, présentée comme une étape vers la restauration de l'autorité de l'État et des mesures humanitaires. Avant cela, 25 avril 2025, une déclaration de principe à Washington avait déjà posé les bases politiques et sécuritaires du processus. Le constat posé par Vital Kamerhe à Kinshasa reste sans détour. L'impact sur le terrain demeure limité, d'où l'appel à élargir la médiation, Union africaine, Union européenne, et à accélérer l'exécution des engagements. Face à l'intensification des combats début 2025, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2773, 21 février 2025. Cessation immédiate des offensives du M23, respect de l'intégrité territoriale de la RDC, fin de tout soutien extérieur aux groupes armés et reprise des pourparlers. C'est aujourd'hui la référence juridique qui doit guider l'application des engagements de Washington et Doha. Les chiffres qui parlent, une crise humanitaire hors norme, déplacés internes, 7,4 millions fin février 2025, UNHCR. Les derniers bilans opérationnels font état de hausse continue en 2025 dans l'est du pays. Population dans le besoin, 21,2 millions de personnes en 2025. Violences sexuelles liées au conflit, plus 25% au niveau mondial en 2024 selon l'ONU, la RDC figurant parmi les pays les plus touchés. Au Nord Kivu, plus de 17 000 survivants pris en charge sur 5 mois en 2024, au pic des combats. À retenir, sans mise en œuvre rapide, cessez-le-feu vérifié, retrait des forces, accès humanitaire sécurisé, le fossé entre diplomatie affichée et réalité vécue continuera de se creuser. 7 millions de personnes déplacées, c'est l'équivalent de toute la population de la Suisse qui aurait dû fuir ses foyers. Et pourtant, c'est la réalité actuelle en République démocratique du Congo. Mon Dieu, quand on y pense, c'est vraiment bouleversant. Et ce qui me frappe encore plus, c'est que derrière ces chiffres, il y a des visages, des histoires, des vies brisées. Exactement. Et ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est le contraste saisissant entre les efforts diplomatiques et la réalité sur le terrain. Prenons par exemple les accords de Washington et de Doha en 2025. Parlons-en de ces fameux accords. Qu'est-ce qu'ils étaient censés apporter concrètement ? Eh bien, l'accord de Washington du 27 juin 2025 était supposé encadrer la désescalade sécuritaire entre Kinshasa et Kigali. Il prévoyait un mécanisme de suivi assez détaillé, avec des engagements précis sur la souveraineté territoriale. Et pourtant, sur le terrain, la situation semble toujours aussi dramatique. Les chiffres de l'UNHCR sont vraiment alarmants. C'est vrai. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ces chiffres continuent d'augmenter. La résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en février 2025, exigeait pourtant la cessation immédiate des hostilités. Et comment expliquer ce décalage entre les promesses diplomatiques et la réalité ? C'est une question complexe. D'un côté, nous avons ces beaux textes signés à Washington et Doha, et de l'autre, une situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader. Vital Kamerhe l'a d'ailleurs souligné lors de sa récente intervention à Kinshasa. Et n'oublions pas la dimension économique de tout ça. Les ressources minières jouent un rôle crucial dans ce conflit, n'est-ce pas ? Absolument. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La RDC possède des gisements considérables de cuivre, de cobalt, de tantale, des minerais stratégiques qui sont au cœur des enjeux géopolitiques actuels. Mais comment expliquer qu'avec toutes ces richesses, le taux de pauvreté reste aussi élevé ? Je crois avoir lu qu'il atteignait presque 73% en 2024. C'est le grand paradoxe congolais. Malgré une croissance économique prévue à 5,1% en 2025, les retombées ne profitent pas à la population. L'inflation reste élevée, à 8,6% en juin 2025, ce qui aggrave encore la situation des plus vulnérables. Et pendant ce temps, les violences continuent. Les chiffres concernant les violences sexuelles sont particulièrement choquants. Oui, l'augmentation de 25% des violences sexuelles liées au conflit en 2024 est effroyable. En Nord Kivu, plus de 17 000 survivants ont dû être pris en charge sur seulement 5 mois.
C'est vraiment révoltant. Et comment la communauté internationale réagit-elle face à cette situation? La Belgique, par exemple, à travers son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, maintient une position ferme. Elle insiste sur le respect du droit international et condamne les violations transfrontalières. Et les États-Unis? J'ai cru comprendre qu'ils jouaient un rôle important dans la médiation. En effet, Washington pilote la médiation à travers l'équipe du Senior Advisor for Africa, Massad Boulos. Ils essaient de lier la question de la paix à celle de la gouvernance des minerais stratégiques, mais c'est une approche qui suscite des controverses. Je suppose que le timing et les garanties sont au cœur de ces controverses. Exactement. Et il y a aussi la question de l'appropriation africaine du processus de paix. L'Union africaine, la Communauté d'Afrique de l'Est, la CIRGL, tous ces acteurs régionaux doivent coordonner leurs efforts. Mais concrètement, quelles sont les mesures qui pourraient en faire la différence sur le terrain? Il y a plusieurs axes prioritaires. La vérification indépendante du cessez-le-feu, le retrait effectif des forces, la réouverture des axes humanitaires, sans oublier la justice pour les victimes. Et comment s'assurer que ces mesures seront effectivement mises en œuvre? C'est là tout l'enjeu du mécanisme de suivi prévu par les accords. Des réunions régulières du comité conjoint sont prévues avec la publication d'indicateurs publics sur les incidents de sécurité et l'accès humanitaire. Mais n'y a-t-il pas un risque que tout cela reste lettre morte comme tant d'autres accords avant? C'est une préoccupation légitime. Si les violences persistent, la confiance dans ces accords risque de s'éroder rapidement. Les données humanitaires montrent déjà que la situation continue de se dégrader à l'Est. Et pendant ce temps, ce sont les civils qui paient le prix fort. Oui, et c'est peut-être là le message essentiel. Il faut passer des paroles aux actes. La crédibilité du processus de paix se jouera dans des actions concrètes et mesurables. Que peut-on espérer pour l'avenir? La visite de Maxime Prévost et les déclarations de Vital Kamerhe nous rappellent que l'exécution est la clé. Sans une mise en œuvre rapide et effective des accords, sans un véritable engagement de toutes les parties, la situation risque de continuer à se détériorer. Et pour conclure sur une note d'espoir. L'espoir réside peut-être dans la prise de conscience croissante de la communauté internationale et dans la mobilisation des acteurs régionaux. Mais il faudra une volonté politique forte et un engagement durable pour transformer ces espoirs en réalité pour le peuple congolais. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Congo Synthèse et d'y activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. Bonjour, je suis Kim Pavita, journaliste de CSIA. Nous sommes l'équipe de la rédaction de Congo Synthèse IA. Je suis Kissa Lungolo, technicien sur la Congo Synthèse TV. Nous sommes ici en direct pour Congo Synthèse IA. Suivez notre dossier spécial. Rejoignez-nous sur les réseaux pour ne rien manquer de Congo Synthèse IA. Ceci est une édition spéciale de Congo Synthèse IRIA. Nous avons échangé sur les questions d'intérêt commun, mais par la solidarité et les relations traditionnelles qui lient la Belgique et la République démocratique du Congo, et s'est intéressé bien sûr à savoir comment les deux processus avancent à ce moment. Et nous avons mis ensemble en exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été élu les parlementaires, mais pour le moment, il est vice-ministre des Affaires étrangères. À côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire, donc nous avons la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Donc, passer en revue les deux processus de Doha, c'est-à-dire Washington, qui met ensemble le président Tshisekedi et Kagame bientôt, mais à travers leurs émissaires déjà, un accord de principe avait été signé. Les M23 et le gouvernement ont signé aussi une déclaration de principe. Mais nous avons tous constaté que cela n'a pas changé grand-chose sur le terrain. Donc les efforts doivent être faits et d'autres acteurs doivent être associés à cette démarche qui doit être globale. Quand je dis d'autres acteurs, la République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique, au premier plan, avec l'Union africaine, l'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Donc nous devons résoudre cette question de façon globale, dans l'intérêt de tout le monde, de la République démocratique du Congo et du Rwanda, et surtout de la population congolaise qui est la première victime de cette guerre.
J'apprécie à sa juste valeur la diplomatie belge, j'emprunte le mot du vice-premier ministre, qui a été vocal, qui a été audible. La Belgique a, sans fioriture et sans ambiguïté, plaidé pour que le Congo et le Rwanda ne puissent pas bénéficier du même traitement, parce que nous n'avons jamais franchi la frontière commune entre les deux pays, le Rwanda et le Congo. Il y a un pays qui l'a traversé et c'est en violation des valeurs cardinales, des valeurs sacro-saintes de la Charte et des Nations Unies et de l'Union africaine. Et cela doit être condamné. La Belgique l'a fait, les 27 de l'Europe l'ont fait. Et nous étions étonnés de voir que ce soit la Belgique qui reçoive seul les coups du Rwanda et nous disons, nous sommes solidaires et reconnaissants. Pour le reste, nous avons convenu de continuer à échanger pour enrichir nos deux visions respectives qui sont pratiquement les mêmes. Et après avoir vu le président de la République, il est content de voir que nous avançons dans les sens de rechercher la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Je ne dis pas que nous allons faire la guerre maintenant. Nous sommes obligés de nous défendre. Et ce que nous voulons, c'est les dialogues entre États, les dialogues